Comment faire peur aux riches pour de vrai ? Salut chers auditorices. Dans cet épisode, on continue de renverser la table avec Nicolas Framont, sociologue, auteur et rédacteur en chef de Frustration Magazine, un média indépendant qu'il a cofondé et qui analyse les mécanismes de domination et les inégalités sociales sans complaisance et souvent de façon amusante. J'aime sa capacité à relier l'analyse théorique à des exemples très concrets et à incarner le système dans des figures, des biographies, des parcours, des choix politiques pour montrer que ce ne sont pas des abstractions, mais des décisions humaines. Et dans ce podcast, Renverser la table, je veux faire entendre des voix qui nous aident à mieux comprendre le monde tel qu'il est, à nommer les violences que nous subissons et à réfléchir aux moyens de les combattre. Dans un précédent épisode, on a vu ensemble pourquoi rien ne bougera si la classe dominante continue à ne pas avoir peur de la majorité de la population, nous. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble comment faire pour susciter cette peur. Parce que ce qui importe, ça n'est pas simplement de lutter, de protester, de manifester nos colères. Maintenant, c'est d'obtenir des victoires, des avancées, des vrais. De changer les règles du jeu parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est une question vitale, tout le monde le voit. Les écosystèmes s'effondrent, la planète brûle, les inégalités explosent. Vous lisez les journaux, vous êtes au courant, vous savez. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Voilà, attends, tiens, je vais te servir de l'eau, car nous boirons beaucoup, en abondance et fréquemment, afin d'éviter tous ces bruits de bouche très désagréables. Tiens, ça, surtout si charmant, je te dis bois de l'eau, bois de l'eau. Je t'assure, bois de l'eau. T'as pas soif ? Non, ça va. Si, je t'assure. Dans son livre et dans cet entretien, Nicolas Framont distingue différentes formes de violence. Contre les biens, contre les infrastructures, et puis la violence contre les personnes, qui là ouvre la porte à d'autres dangers. Il revient sur l'histoire des révolutions, des luttes ouvrières, des récents gilets jaunes, et il montre que si la grève ou la manifestation ne suffisent plus aujourd'hui, il faut inventer de nouvelles tactiques et donc certainement sortir de la légalité. Il va aussi être question du piège du dialogue social et du rôle parfois ambigu des syndicats et des partis. Enfin, on aborde une question essentielle, comment se battre sans reproduire la violence que nous combattons, sans qu'elle nous détruise ou qu'elle ne nous transforme en monstres à notre tour. On commence par revenir sur ce moment fondateur de l'histoire française qui pose aussi clairement la question de la violence, la Révolution de 1789. Rappelons par exemple que lors de la fameuse nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges, les nobles n'ont pas renoncé à leurs privilèges par grandeur d'âme ou par générosité, non. Ils ont renoncé parce que le royaume était dans un tel état de chaos, avec des paysans qui brûlaient les châteaux, qu'ils n'ont plus vraiment eu le choix. Les historiens d'ailleurs ont donné un nom à cette étrange émeute populaire, la Grande Peur. Mais moi, je pense que... Alors ça, c'est vraiment une hypothèse de mes lectures, des films et tout. Je pense quand même que dans la bourgeoisie, il y a un peu une peur ancestrale qui est liée à toutes les déconvenues qu'ils ont connues dans leur histoire quand même. Donc la Révolution française. La Révolution française au premier chef. Ça, vraiment, c'est vraiment le gros trauma. C'est un trauma originel de la bourgeoisie française. Et je pense que vraiment, pour eux, ils craignent que ça se reproduise. Et ils ont vraiment peur de ça. Et je pense... D'ailleurs, qu'ils ont plus peur de nous que nous, on croit être capable de leur faire peur. En fait, les bourgeois, les patrons, ils ont quand même vachement peur des mouvements de grève, toujours. Je voyais un documentaire sur le patron de Jiffy, à un moment on le voit regarder la construction d'un entrepôt et le gars de ses ingénieurs, il lui explique, il dit, là, le problème, c'est que s'il y a un blocage, s'il y a une grève à cet endroit-là, plus aucun de nos magasins n'est alimenté, donc il faut vraiment que ça n'arrive pas. Et je veux dire, ils avaient là vraiment inquiets, tu vois, dans ce docu, on les voit. C'est un docu de Brice Gravel. Donc j'ai trouvé ça chouette, je me dis c'est bien de faire un docu qui suit les bourgeois parce que tu vois aussi leurs faiblesses, quoi. Et que dans la compréhension de la bourgeoisie, il faut aussi comprendre ses faiblesses. Il faut pas surfantasmer leur pouvoir. Encore une fois, ça ne reste que des individus. C'est pour ça que l'affaire Luigi Mangione, moi je trouve qu'elle est précieuse, qu'elle rappelle la faiblesse que à la fin c'est des corps, quoi. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'en prendre à leur corps, mais ça veut quand même dire que c'est des individus qui sont faillibles, quoi.
Et que c'est très important de les étudier et de comprendre comment ils réfléchissent. Et pour terminer sur cette compréhension, comprendre aussi que l'idéologie, c'est-à-dire ce qu'on croit, notre système de valeurs, nos représentations, nos pensées, etc., on a très souvent l'idéologie qui correspond à ses propres intérêts. Eh ben oui. C'est ce qui fait, par exemple, que si vous parlez à des gens, je sais pas moi, qui ont des opinions qui vous paraissent délirantes, je pense par exemple récemment à, parfois il m'arrive de fréquenter des gens de la très grande bourgeoisie. Parce que j'ai fait Sciences Po, alors du coup, par des anciens camarades, je sais pas, je me retrouve dans d'obscurs cocktails une fois par an, tu vois, et donc je parle à des gens, je trouve ça très intéressant. Eh bien, par exemple, j'ai entendu quelqu'un de la très haute bourgeoisie m'expliquer que les rapports du GIEC, donc du groupe intergouvernemental sur le climat, étaient faux. Ah ouais. Car il les avait lus, et tout était faux. Il en est persuadé, mais ça tombe bien qu'il en soit persuadé parce qu'il prend l'avion 2 fois par semaine, il a un train de vie délirant en termes de coût d'impact écologique, et puis il mène et dirige des entreprises qui elles-mêmes dévastent en fait l'environnement. Donc heureusement qu'il croit ça. Et c'est très important de se répéter ça. En gros, Karl Marx, il disait en gros, la classe dominante, elle a les idées de sa domination. Elle a les idées qui lui permettent d'être en paix avec sa domination, voire même d'étendre sa domination. Et c'est pour ça qu'il faut sortir aussi du mythe de... Moi, je l'entends encore beaucoup autour de moi. C'est, mais quand même, ce sont des gens intelligents. Ils ont fait de grandes études. Donc, pourquoi ils nous font ça? Et en fait, t'es là, mais alors déjà, bon, il faut du vrai à dire sur les grandes études, les grandes écoles, c'est quand même... Je pense que faut démystifier avant tout. C'est des lieux d'entre-soi où justement on apprend pas forcément grand-chose. Ou alors, t'apprends à justifier les politiques que tu vas mener ensuite, et t'as quand même peu d'esprit critique. À l'époque, moi, quand j'étais à Sciences Po, on avait organisé une université alternative, ça s'appelait. Et donc, on avait des cours avec des chercheurs et des universitaires qui étaient critiques en fait du système capitaliste. Sinon, on gobait tout cru ce qu'on nous apprenait, c'est-à-dire que oui, il y avait quelques injustices, mais globalement, le monde allait bien, tu vois. Et puis, il fallait surtout, si le monde allait mal, c'est surtout parce qu'on n'avait pas encore assez libéralisé. Et donc, ce qui était important, bon voilà, je m'égare. Donc oui, on a l'idéologie souvent qui correspond à ses intérêts. Ce qui m'inquiète, je fais une aparté là sur ça, mais du coup, ça m'inquiète pour nous aussi, tu vois, parce que nous aussi, on a l'idéologie de nos intérêts. Alors, c'est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Si eux, ils sont capables de dire des dingueries du genre le GIEC raconte n'importe quoi, en fait, les pauvres ne sont pas si pauvres, qu'on tue 30 000 Gazaouis, ça n'a vraiment aucune importance, des choses comme ça, tu vois. C'est quoi l'équivalent pour nous? C'est quoi les choses qu'on refuse de voir? Tu vois, nos zones aveugles à nous. Bah, tu vois, par exemple, non mais eux, ils te diraient ce qu'on refuse de voir, c'est que quand même la libre concurrence, l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre, c'est ça qui nous permettra d'aller mieux, tu vois. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'encore une fois. Moi, souvent, je me pose la question quand même. Tu vois, toi aussi, quand on est quelqu'un d'engagé, c'est bien de se poser et de se dire attends, pourquoi je fais ça? Bon, moi, je crois quand même qu'en fait, on représente mon discours, là, celui qu'on développe, il représente les intérêts de la majorité de la population du globe et en prime ceux de la planète, si tant est qu'on puisse parler d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que l'anticapitalisme, en tout cas l'analyse critique du capitalisme, de fait, défend les intérêts de toutes ces personnes qui ne sont pas des capitalistes et qui ne sont pas des alliés du capital, et de aussi toutes ces ressources naturelles qu'on pourrait épargner si on arrêtait de tout détruire. Donc, si tu veux, moi, je me justifie avec une perspective très utilitariste au sens philosophique, c'est où se situe le bien du plus grand nombre, tu vois. Ce qui ne veut pas dire, attention, parce que attention avec cette idéologie-là, parce que du coup, c'est un peu tout justifié, et du coup, ça veut dire que le plus petit nombre, on peut les éliminer, etc. On en parlera. Moi, je pense que contrairement à eux, moi, je crois quand même dans la supériorité morale des gens qui ne font pas partie de la bourgeoisie. C'est-à-dire que je pense que par notre mode de vie, par nos mécanismes de vie, etc., on est moins égoïste, on a un rapport plus fidèle au réel qu'eux, on garde plus la vérité en face, je le crois sincèrement, du fait de notre expérience. Parce que tu vas me dire, quelque part, on est tous les deux dans les deux groupes, on est dans l'idéologie. Mais par contre, non. Ce que je vois, moi, c'est qui dépense des moyens phénoménaux pour détourner le réel, c'est pas nous. Je veux dire, c'est pas nous qui embauchons des milliards de consultants, enfin des milliers de consultants, c'est pas nous qui finançons de la culture, c'est pas nous qui racontons des grands récits, c'est pas nous qui nous construisons des grandes écoles pour nos enfants. Tu vois ce que je veux dire, c'est que la bourgeoisie, elle met en place aussi consciemment des mécanismes d'auto-endoctrinement permanents. Et elle finance des gens
Elle finance des éditorialistes de cours, elle finance si tu veux, par exemple, à la télé, toute une partie des gars qu'on voit, souvent des gars, c'est des gens qui travaillent pour des think tanks, donc en fait des fondations dont les financeurs sont le patronat. Et ils viennent nous dire que la dette publique est à un niveau phénoménal, qu'il faut faire des coupes budgétaires, etc., etc. Je veux dire, eux, ils ont une dépense dans des gens qui sont chargés de distiller le mensonge, quoi. C'est le cas aussi des industriels du médicament, des industriels du tabac, des industriels des pesticides, enfin, si tu veux. Des énergies fossiles, Ouais. voilà. Donc, ok. Si tu veux dire que nous, on dépense pas autant dans le développement et la promotion de notre idéologie. Bah oui, quoi. si tu veux un critère fiable sur est-ce qu'on l'est plus ou est-ce qu'on l'est moins, moi je dirais, bah regardons les efforts qui sont mis pour raconter des cracks, si tu veux. Bah moi je trouve que nous on dépense pas grand-chose là-dedans, on essaie de décrire les choses telles qu'on les vit quand on a accès à la parole. Donc, il s'agit de les comprendre, pas pour avoir de l'empathie ou de la compassion et tout. Quoique, pourquoi pas, c'est très utile en fait de comprendre comment ils réfléchissent, pourquoi, et de considérer qu'on leur en veut pas personnellement. C'est juste que, en fait, on veut leur faire peur parce que sinon, ils nous prennent ce qu'on a, quoi. Et donc, on veut qu'ils arrêtent de faire ça. Oui, et tu vois, faire peur, c'est même pas dans un sens agressif. C'est en fait, moi, je veux rétablir un certain équilibre. Alors moi, mon vrai projet de société, c'est vraiment qu'il y ait plus de bourgeoisie. Et encore une fois, pas physiquement, mais juste qu'on rétablisse l'égalité et qu'on sorte du capitalisme. Mais en attendant, et pour y parvenir, faut rétablir un équilibre et donc faut rétablir un rapport de force. Encore une fois, là, il y a qu'eux qui mettent les coups. Donc si nous, on met pas de coups derrière ou si on ne les part même pas, parce on est là, effectivement, ça va être de pire en pire et à tout point de vue. Encore une fois, c'est pas personnel, mais moi, l'inquiétude que j'ai, elle est réelle. Enfin, il y a l'inquiétude climatique qui est quand même une chose assez terrible, tu vois. On a subi des canicules atroces. Tout le pays est en train de... Enfin, toute l'Europe, il y a des méga incendies dans toute l'Europe, de chaque été. Enfin, tous les signaux sont au rouge, hein, c'est très inquiétant. On a franchi 6 limites planétaires, on est sur le point de franchir la 7e. Enfin, c'est... Oui, donc en fait, c'est des questions de survie, tu vois. C'est pas une question... C'est ça aussi que je dis dans le livre. En gros, moi, je dis la lutte des classes et la lutte des corps. Alors, c'est un peu pour la formule, mais c'est aussi parce que, tu vois, quand ça touche à la santé, quand ça touche à la survie, j'ai envie de dire, on ne peut plus ne plus rendre les coups, si tu veux. Si c'est simplement, on va dire des inégalités par rapport à un certain nombre de choses, il y en a qui ont plus accès à la culture que d'autres, etc. Tout ça est scandaleux dans l'absolu, mais tu vois, je comprends qu'on puisse... C'est pas un enjeu vital. Alors que, en fait, ils sont en train de réquisitionner les réserves d'eau pour pouvoir que ça bénéficie aux plus grandes exploitations agricoles et pas aux personnes qui ont besoin d'eau. Bon, bah là, on a vraiment un combat pour les ressources, de qui accapare les ressources et de comment on fait en sorte qu'elles soient équitablement partagées. Bah oui, et je pense que là, on a changé d'échelle. Oui, moi, je viens d'un département. On peut parler de Gare de l'eau qui a commencé. La Charente-Maritime, c'est le département des méga-bassines, c'est le département des sécheresses, c'est le département d'agriculture intensive, des pesticides, des clusters de cancer pour les enfants autour de La Rochelle. Enfin, ouais, ça devient quand même... Qui sont dus donc à des facteurs environnementaux. Hein. Quand on dit un cluster de cancer, ça veut bien dire qu'il y a plein de cancers à un endroit et qu'il n'y en a pas dans un autre. Bon, oui. C'est quand même... Et là, si tu veux, encore une fois, on parlait du rapport à la vérité. C'est incroyable la débauche de moyens qui est mise en place par on va dire l'industrie agroalimentaire pour masquer cette réalité, si tu veux. C'est-à-dire faire une stratégie du doute, noyer toute étude qui fait le lien entre facteurs environnementaux et cancer de tout un tas d'autres études contradictoires. C'est des éditorialistes qui sont payés pour dire qu'il n'y a aucun problème, etc. Là, si tu veux, le rapport à la réalité, je pense qu'on peut quand même estimer qu'il est très déséquilibré, quoi. Tu dis donc pour faire peur, pour, disons, refaire un rapport de force, en fait. Donc, il faut bien comprendre comment il fonctionne, bien nommer la violence, et puis mettre les puissants face à leurs responsabilités. Donc, aussi avoir la mémoire, voir comment ils agissent sur le long terme. Tu rappelles, par exemple, pour Muriel Pénicaud, bah oui, en fait, avant de détruire aussi une bonne partie du droit du travail en France, par exemple, cette personne avait engrangé de très importants bénéfices en revendant les actions qu'elle avait chez Danone, après avoir fait un plan social. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait le plan social, le cours de l'action est monté, parce que du coup, les actionnaires étaient très contents, car le coût du travail, selon eux, avait c'est toujours beaucoup une bonne baissé. nouvelle, hein. C'est toujours une bonne nouvelle. Et clac, elle en a profité pour revendre ses actions, qui étaient donc au plus haut, par exemple. Voilà, ça fait partie des histoires qu'il faut raconter et c'est pour ça les biographies, moi je fais beaucoup de biographies, de portraits, de contre-portraits, c'est pas pour le plaisir, même s'il y a un petit plaisir narratif à décrire ces vies-là, c'est parce qu'encore une fois ça permet de faire des liens
En fait, il faut pas prendre l'action de ces gens-là de façon isolée, indépendamment du contexte et de leurs intérêts et de leur histoire. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire. Et c'est valable aussi au travail. Enfin, quand vous avez un nouveau dirigeant dans votre entreprise, votre association, votre service public, c'est bien de savoir ce qu'il a fait avant, pourquoi il est là, avec qui il est ami. C'est comme ça qu'on comprend. Parce que sinon, quand il va nous faire du mal, ou on va juste dire, non, mais il se rend pas compte, il est déconnecté, il ne prend pas en compte notre parole. Oui, mais quels sont ses intérêts, quels sont ces histoires. Là, une fois qu'on a compris ça, là, on peut agir en connaissance de cause et arrêter de quémander, parce que parfois, c'est ça qu'on fait, tu vois. Ce que tu disais, comme manifestation, on a passé beaucoup de temps à supplier, en fait, que nos dirigeants nous entendent. Et ça aussi, je pense qu'on arrive au bout de ça. Bon, il y a encore plein de gens qui pensent que si on leur explique bien, par exemple, si on explique bien aux dirigeants de tous les pays que la planète est en train de brûler et qu'il s'agirait de mener d'autres politiques afin qu'on arrête de détruire notre planète, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont pas les informations. Non, c'est faux. En fait, ils ont les informations, ils ont compris, c'est un choix qu'ils décident de faire. Ils étaient même au courant avant nous. Voilà. Total, ils étaient au courant dès les années 70. Ils ont pris la décision de continuer et ils continueront tant qu'on les arrêtera pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les arrêter ? Bon, on a dit que tu avais quand même peu de foi là dans ce qu'on appelle le dialogue social. Pourquoi ? C'est quoi le problème avec le dialogue social ? C'est bien le dialogue, non ? Tu trouves pas ? Alors moi, je l'ai énormément pratiqué et je continue de le pratiquer comme formateur pour les représentants du personnel, et je fais aussi des expertises. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas fait là maintenant, ça va être de plus en plus compliqué, mais des expertises pour les CSE, donc d'expertiser les conditions de travail pour vraiment... Alors, pardon, là on revient en fait sur toi, ton travail au sein des entreprises. Ouais. Quand je parle de dialogue social, c'est donc le dialogue ou les discussions qui sont faites entre les représentants des salariés dans une entreprise et les dirigeants des entreprises. Et toi, quand tu travailles pour les CSE, donc c'est pour les comités socio-économiques qui ont été créés pour le dialogue social. C'est pour ça que je l'ai vu de l'intérieur, et moi j'étais un acteur de ça. C'est-à-dire moi par exemple, j'étais leur expert. Voilà, l'entreprise a son expert. Voilà, c'est légitime. L'entreprise il a ses consultants, McKinsey, et puis les salariés, ils ont leurs propres consultants, pas trop McKinsey. Et donc nous, on arrive et on contre-expertise. On dit, regardez, moi par exemple, mon boulot, c'était de montrer les effets sur la santé des salariés que certaines décisions allaient mettre en place. Donc les plans de licenciement au premier chef, mais les réorganisations, etc. Et nos rapports étaient plutôt assez implacables. Et en fait, si tu veux, le mythe du dialogue social, voilà, dans un monde idéal, le monde de oui du dialogue social, c'est les membres du CSE arrivent, ils sont là, bonjour, voilà. Bon voilà, on a regardé votre projet, en fait ça va pas parce que voilà, ça va mettre des gens mal, ils vont plus trop avoir de sens au travail, leur autonomie elle est plutôt réduite. Or l'autonomie c'est un facteur d'épanouissement. Et en face, t'as le DRH qui va être là, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Hein, c'est vrai que c'est quand même dommage pour les caissières, voilà, les gens qui mettent en rayon, zut, je m'excuse, on va refaire la copie tous ensemble. Mais c'est jamais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si les membres du CSE n'osent pas le ton, si ça ne s'accompagne pas d'un mouvement de grève, mais vraiment c'est automatique, c'est même les stats du ministère du Travail qui le disent, s'il n'y a pas de conflictualité, alors il n'y a pas de solution favorable aux salariés. Qu'est-ce que c'est de la conflictualité ? La conflictualité, ça peut être de très nombreux registres. Donc moi j'en parle, la conflictualité, ça peut commencer par être verbal. C'est genre pendant la réunion, quand même les syndicalistes, les membres du CSE, ils disent bon ça suffit maintenant, vous arrêtez de nous parler comme ça sur ce ton infantilisant et tout. Alors là souvent ça c'est le premier degré. Alors là les directions vont genre oh là là mais non mon dialogueur, mon intelligence, comment tout de suite ah non hein, ça c'est pas faut pas hein. Voilà ça c'est, et puis ensuite il y a pratiquer la politique de la chaise vide, ne plus se rendre aux réunions, et puis ensuite c'est faire des débrayages, faire des rassemblements. Débrayage, c'est quand tout le monde arrête de travailler en même temps quelques heures. Une heure, voilà, c'est légal, hein, il faut que et puis ensuite des grèves. Là ça devient plus dur, c'est-à-dire que pourquoi il y a une conflictualité ? La conflictualité c'est vraiment quand les intérêts s'opposent. T'arrêtes de travailler parce que ton intérêt c'est que ce plan de licenciement ne passe pas, et puis eux ils veulent que tu continues de travailler parce qu'en fait il faut la faire tourner, l'usine, le supermarché, l'entrepôt, l'assaut, etc. Ça c'est la conflictualité si tu veux. Et ensuite il y a d'autres formes de conflictualité dont je parle dans le livre, qui sont plus des confrontations physiques. Donc ça peut être de prendre en otage, de séquestrer le staff dirigeant, de dégrader l'entreprise, de faire des tags, de menacer, de tout faire exploser, ce qui s'est passé dans l'usine GMS à la souterraine dans la Creuse dans les années 2010. Et là, tu crées de la conflictualité pour faire en sorte qu'en face, les autres ils soient là. Concrètement, si on leur accorde pas gain de cause, ils vont tout faire péter. Voilà. Mais c'est violent ça, Nicolas. Voilà. C'est des formes de violence. Et moi, de toute façon, tout le but de mon livre, c'est documenter les formes de violence du capitalisme, documenter les formes de violence qui s'y opposent. Et moi, j'ai un rapport en fait assez neutre à la violence, quoi. En fait, je pense qu'il faut en fait, la violence a une connotation morale parce que c'est la mauvaise violence vue par la bourgeoisie. Mais en fait, la violence en soi, c'est des moyens pour une fin, et ensuite on choisit les nôtres, quoi.
Ah, justement, donc là, ça pose quand même un certain nombre de questions parce que toi, tu dis il y a deux questions en fait. C'est l'efficacité. Mhm. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Voilà. Voilà, quel effet ça produit? Et puis il y a la question morale. Ouais. Quel effet ça produit sur nous? Est-ce que ça nous élève ou pas en tant qu'être humain? Est-ce qu'on devient les personnes qu'on souhaite être en faisant ça? Par exemple, Luigi Mangione, il tue quelqu'un. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu en penses? Bah, voilà. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est moral? Bah, tu vois, en fait, au début, quand on a l'analyse qu'on a eue de Jeudi On, parce que c'était vraiment avec l'équipe de Frustration, voilà, on avait là un fait divers qui concerne directement nos sujets d'intérêt, de prédilection. Donc, on a eu des discussions là-dessus. Notre premier article, c'était vraiment, voilà, en gros, en se basant sur ce qui s'était passé avant, notamment les vagues de terrorisme d'extrême gauche des années 70-80, Donc on pense à Action Directe. Action Directe, les Brigades Rouges et la Rote Armee Fraktion en Allemagne. C'est vraiment les trois gros groupes. Mais en fait, aussi en Italie, et qui vraiment ont commis des attentats, ont séquestré, kidnappé, tué des gens. Enfin, c'est un traumatisme pour beaucoup, et aussi à l'extrême gauche et à gauche. C'est quand même... Et là, en plus, c'était mondial. Hein. Ça s'est aussi passé en Turquie, ça s'est aussi passé en Amérique latine. Enfin, c'est-à-dire vraiment un usage politique de la violence physique et du meurtre. Contre les individus. Ouais. Contre les individus. Voilà, on est vraiment là-dedans. Là, c'est vraiment la violence. Moi, je distingue, il y a différents types de violence. Il y a la violence contre les biens, puis il y a la violence contre les personnes, et il y a le meurtre, qui est vraiment... au-dessus. Et en fait, là, si tu analyses ça, ce n'est ni efficace ni moral, ni efficace parce qu'en fait, ces vagues de terrorisme d'extrême gauche n'ont pas, voilà, je pense qu'on a le recul pour le dire, n'ont pas du tout fait monter les idées de gauche ou les idéaux révolutionnaires, voire même au contraire. Ça a vraiment créé une inquiétude dans la population et je pense que de toute façon, la violence physique utilisée dans la révolution, et ça, je prends ça au sérieux. Je pense que les révolutionnaires actuels ne le prennent pas assez au sérieux, a créé des traumatismes historiques qui fait qu'il y a des gens, ils préfèrent encore pas de révolution et la vie un peu merdique. Galérer et tout ça. Et la galère qu'une révolution où tu te dis, il va y avoir des meurtres de rue, des règlements de comptes et ensuite un cercle de la violence. Et ça, j'en viens au deuxième point. C'est que, donc, je disais, ni efficace, ni moral, c'est que, voilà, moi je le dis dès le préambule du livre, moi je suis opposé à la peine de mort sous toutes ses formes, qu'elle soit celle d'un État ou celle d'un groupe révolutionnaire qui se substitue à l'État. Parce que, pour toutes ces raisons philosophiques qui nous opposent à la peine de mort, c'est-à-dire que la peine de mort, c'est une prise de pouvoir sur autrui qui est incommensurable et dont, au-delà de l'aspect philosophiquement incommensurable, je pense dont en plus on ne se remet pas. C'est-à-dire qu'il y a des effets sur le groupe humain qui sont très forts. Et voilà, je cite quelques moments historiques bien connus. Il y a le moment de la Révolution française, par exemple. La Révolution française, il y a l'usage du meurtre, d'abord contre le roi, et puis ensuite un usage qui se banalise au fil des années, qui culmine en 1793 avec la théorisation de la terreur comme mode d'action politique. Donc c'est vraiment, on va régler les conflits politiques, et en plus des conflits politiques qui n'étaient même pas si importants au sens où, évidemment que sur le moment... sur le moment c'est important, mais maintenant c'est très difficile à comprendre. Avec pourquoi ils s'entendaient pas on se dit, il y avait les royalistes et il y avait les révolutionnaires. Pourquoi les révolutionnaires se sont entretués? Alors évidemment que sur le moment, ils avaient des raisons, parce que d'ailleurs ils s'accusaient souvent de trahison. Le tribunal révolutionnaire en 1793, c'était un jury complètement pas neutre. C'était des accusations basées sur des rumeurs, sans preuve, des avocats qui étaient menacés. Même le procès de Marie-Antoinette s'est passé comme ça, avec des rumeurs vraiment terribles sur ses mœurs, etc., etc. J'en parle parce que voilà, a priori, je veux pas dire on va tuer la famille royale, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais je veux dire que ça a produit des effets. Ça a produit des effets sur le groupe révolutionnaire en lui-même, et ça a quand même conduit à un semi-échec de la Révolution française. Et je crois que c'est le cas dans toutes les révolutions qui ont utilisé et banalisé le meurtre. Ça a conduit ensuite, globalement, à une suspension de la démocratie, à une suspension des désaccords politiques, parce que du coup, il n'est plus possible d'avoir des désaccords politiques. Si exprimer ton désaccord politique fait que tu risques de mourir, tu vas pas le faire. Voilà, il y a toutes ces raisons-là. Et alors, sur l'affaire Luigi Mangione en particulier, il y a un petit changement, c'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, c'est pas neutre du tout. Ça n'a pas été contre-productif, c'est-à-dire que le meurtre de Brian Thompson n'a pas fédéré l'opinion publique américaine et mondiale derrière Brian Thompson, par exemple. Alors qu'au début, nous, c'est ce qu'on craignait, c'est-à-dire « Ah, il va être érigé en martyr, etc. » Et non, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, il y a une sympathie très forte envers le principal suspect, toujours maintenant. Alors on verra, parce que son procès, il a lieu à l'automne. Peut-être qu'aussi, à force de mieux le connaître, parce que bon,
c'est vraiment un type mystérieux. On ne sait rien de lui, on ne l'a jamais entendu parler. Il est beau. Il est beau, il existe qu'à travers des photos. Donc, si tu veux, on peut tous projeter quelque chose là-dedans. Mais voilà, à ce stade, on peut pas dire que ça a été inefficace. Toute la conversation qu'on a, tout ce que ça montre de la fragilité de la bourgeoisie, tout ce que ça montre des modalités d'action de la bourgeoisie, c'est pas inefficace. Par contre, encore une fois, je pense que l'usage de la violence et du meurtre produit des effets éthiques qui sont durs à mesurer. Et politiques qui, à moyen terme, en fait, sont mauvais, en fait, sont pas bons pour notre cause. Moi, je crois que oui. Effectivement, je crois pas. Je crois pas que ça puisse fonctionner, puisqu'encore une fois, c'est-à-dire que la violence, elle est rarement isolée, quoi. La violence, tu sais, c'est un peu cet adage un peu populaire, quoi. La violence appelle la violence. Et je pense que c'est très vrai. Et moi, je pense que c'est très vrai. Ouais. Oui, parce que la violence amène de la réponse, crée de la vengeance, crée des représailles. Une accoutumance aussi. Une accoutumance. Mais oui, c'est exactement ça. La guillotine, c'est une sorte d'accoutumance. C'est-à-dire qu'au début, tu fais un régicide, voilà, quelque chose de vraiment une rupture dans l'ordre de l'histoire, un meurtre motivé pour des raisons historiques et philosophiques immenses. Et puis en fait, au bout d'un moment, l'usage de la guillotine en quelques années s'était banalisé avec quand même des choses qui ressemblent à des règlements de compte aussi, et pas simplement. Oui, ça c'est évident. Voilà. Je suis contente au moins qu'on puisse le dire, mais donc on marche sur un fil parce qu'en même temps, ce qu'on n'arrête pas là de dire et ce que tu démontres, et je suis d'accord avec toi, c'est que il y a aucune avancée sociale, aucune avancée sur le front de la lutte des classes qui n'est possible sans la menace de la violence. Ouais. Et donc, si en même temps, on sait, ils savent en face qu'on ne va pas utiliser la violence parce qu'en fait, on n'est pas comme ça, on ne peut pas et tout, comment est-ce qu'on peut être crédible avec nos menaces de violence, tu vois ? Et ça dépend aussi des types de violence qu'on utilise, évidemment. Alors, on se sort de ça en refusant de parler de la violence comme un tout, puisqu'en fait, dedans, il y a des choses très différentes. Donc, par exemple, moi, je mets bien de côté la violence contre les biens ou contre la production. Moi, évidemment, elle me semble parfaitement légitime et elle porte ses fruits et historiquement c'est elle qui nous a permis ces avancées sociales. Donc on brûle les châteaux des nobles par exemple pendant la Révolution française. On n'est même pas obligé de parler de destruction, même si encore une fois je n'ai aucun problème avec ça, mais rien que la grève, stopper la production. Oui, mais alors la grève, comme tu le fais remarquer, c'est que tous les moyens qui ont été construits par nos ancêtres au fil des siècles pour faire peur à la bourgeoisie ont été progressivement désarmés. Par exemple, aujourd'hui la grève, quand il y a des journées de grève, ça dérange personne. C'était la célèbre phrase de Sarkozy qui rigolait, l'ex-président Sarkozy, qui disait « De toute façon, maintenant, en France, quand il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit. » Oui. Parce que le fait d'arrêter la production pour une journée, quand c'est prévu même pour 2 jours ou pour 3 jours, en fait, comme c'est prévu, c'est organisé, tu es obligé de la déclarer, ça n'a pas d'impact. Ouais. Je viens de faire une retraite de yoga avec une DRH d'une grande entreprise, qui était là dans le groupe, très sympa. Mais donc, je pensais au 10 septembre à cette journée d'action qui va se dérouler et je lui demandais, je lui dis donc toi en train de DRH, c'est quoi le pire scénario pour toi ? Alors. Et t'es là, la grève, non, aucune importance. Non, vraiment, c'est pas... La grève perlée, en revanche, ça c'est embêtant. Alors... Donc la grève perlée, c'est désorganiser en fait tous les processus de travail. Ça, c'est très embêtant. Mais une grève, tout le monde en même temps, tout le monde s'en fout. Alors complètement. Donc tu vois, on parlait de nos différents types de violences, il y a s'en prendre aux personnes, comment faire en sorte qu'ils aient peur. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu demandes à la DRH, c'est quoi qui te fait peur ? Elle dit la grève, ça me fait pas peur. C'est normal parce que tu as la phrase de Nicolas Sarkozy qui dit maintenant qu'il y a une grève, personne s'en aperçoit, parce qu'il était très fier qu'ils aient mis en place des processus de service minimum qui faisaient que dans les transports, dans les services publics globalement, il y a toujours, ça marche toujours un petit peu. Puis il y a une autre phrase aussi qui permet de bien comprendre le problème, c'est Gabriel Attal, ex-premier ministre, qui en 2023, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, avait dit « Le pays n'est pas bloqué, donc on va continuer ». Le gars nous donne la recette, et les syndicats ne l'ont pas suivi, cette recette. En fait, la recette, c'est pourquoi ils ont plus peur de la grève ? Parce que la grève a été désarmée, la grève est devenue un moyen d'action symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif d'une journée de grève, c'est toujours une journée, tu remarqueras, donc c'est bien parce que c'est anticipable, tu l'intègres dans ton planning de DRH, tu dis « Bon voilà, tel jour, il y a ça la grève, bon... » Tant mieux, je vais être un peu pépouse. En plus, ils vont gagner moins. Puis de toute façon, je sais avec certitude que le lendemain, ça va reprendre. Donc, si tu veux, avant tout, le capitaliste, il aime bien planifier. Donc déjà, il faut les prendre par surprise. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire de la grève un mode d'action symbolique. C'est comme la manifestation, c'est devenu un mode d'action symbolique. En gros, à quoi servent les grèves et les manifestations quand elles durent une journée ? C'est faire en sorte que les représentants officiels du mouvement social puissent aller le soir à Matignon et dire, vous voyez, le taux de grévistes était tant de %, le nombre de manifestants était tant de millions, maintenant vous allez m'écouter. Alors, spoiler, ça ne marche pas. En 2023, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. Donc contre la réforme des retraites, franchement, on en a marché des kilomètres. Ça n'a pas marché. Ça n'a servi vraiment à rien.
marchera pas. Mais ça déprime. C'était la déprime totale. Parce que quand tu as fait 12 manifs, t'as perdu de l'argent, t'as marché là sous la pluie. Bon, des fois, j'aime bien aller en manif. J'aime bien, ça dépend. Bon, mais en tout cas, quand tu vois que ça sert à rien, tu deviens impuissant. Mais parce qu'encore une fois, c'est une stratégie. La façon dont c'est utilisé, c'est un truc de bons élèves de dire. Encore une fois, on revient au mythe dont je dis qu'il faut vraiment y renoncer. C'est de se dire, en face, on a des gens qui, dans le fond, veulent notre bien, dans le fond, ont des intérêts communs avec nous. Et donc, si on leur dit, regardez, Gabriel Attal, Macron, on est 3 millions à être pas contents du tout. Donc, ça fout les boules quand même. Et en fait, ils sont là-bas. Eux, ils savent très bien. De toute façon, les sondages le montraient que personne ne voulait la réforme des retraites. Ils sont parfaitement conscients. Par contre, ceux qui veulent la réforme des retraites, c'était BlackRock, donc qui est un fonds de pension qui est très intéressé par le fait de détruire les systèmes de retraite parce que ça permet, comme pour le système de santé, de proposer des systèmes assurantiels beaucoup plus lucratifs. Bref, c'était à eux, à BlackRock, à toutes les autres assurances, que c'est à eux que Macron pense quand il fait la réforme des retraites, si tu veux. Donc, en fait, qu'on soit 3 millions, 10 millions, ils s'en foutent. Ils savent que de toute façon, ils font des trucs impopulaires. Donc, encore une fois, faut arrêter de faire des modes d'action qui servent juste à nous visibiliser, à nous montrer, à symboliser la colère. Par contre, faut créer une menace. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Dans la menace, il y a déjà la surprise. Donc, tu parlais des grèves perlées, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut créer des événements qui ne sont pas anticipables, qui ne permettent pas à la production capitaliste de s'ajuster. Faut que ça sorte de l'ordinaire, faut que ça casse un peu les flux du capitalisme, que ça fasse prendre du retard, que ça désorganise la production. Là, ça commence à devenir emmerdant, si tu veux, pour eux. Mais c'est interdit aussi. Il y a plein de choses comme ça qui sont interdites. Si par exemple, tu essaies de désorganiser le travail dans ton entreprise, tu peux te faire virer, tu vois, et c'est pas de l'action syndicale qui est vue comme légitime, donc c'est difficile aussi de faire ça. En fait, ce qui a été un peu piégeux, on parlait du dialogue social tout à l'heure, c'est qu'en fait, le système social français, les capitalistes ont été suffisamment fins quand même pour intégrer à un moment donné la critique du système et en faire des recours légaux. Donc il y a la grève, c'est un recours légal sous certaines conditions, il y a les réunions de syndicats, c'est un recours légal dans certaines conditions, il y a des élections de représentants du personnel, voilà. En fait, ils nous proposent des recours légaux en disant voilà, pour protester, ça sera ça qui est possible. C'est la manifestation entre Bastille et Nation. On a tous, dans toutes nos villes, l'équivalent Bastille et Nation. À Saintes, c'est entre le palais de justice et le parc des expos. Et voilà, ça, c'est ça qu'on nous propose. Et donc forcément, vu que c'est ça qu'on nous propose, on se dit, c'est notre droit, faut qu'on le fasse, etc. Mais en fait, aucun régime de domination ne tombe en utilisant les recours légaux. Faut être très clair là-dessus. Et tout régime de domination fait en sorte qu'il ait des recours légaux qui n'ait pas d'impact sur lui. C'est le jeu, en quelque sorte. Les règles du jeu qu'il fixe, elles sont pas faites pour détruire leur jeu. Elles sont faites pour donner un débouché à notre colère et éventuellement nous permettre d'exprimer notre désapprobation pour qu'ils la prennent en compte ou pas selon leurs intérêts du moment. Il se trouve qu'actuellement, on a des types de gouvernements qui n'ont aucun intérêt à nous écouter, voire même qui ont plutôt l'intérêt inverse. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut sortir du légal. Moi, je dis toujours, il faut aller dans le paralégal, par exemple. Donc, faut un peu pousser le curseur un peu plus loin. Tu fais des manifs qui sont pas sur le trajet. Mais à ce moment-là, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On a vu, en fait, pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça aussi qui nous a inspiré une grande terreur, en fait. Entrons dans le concret. C'est-à-dire que le concret, si on parle, par exemple, du 10 septembre, je pense que nous aussi, on apprend. Et par exemple, ce qui est assez clair, c'est qu'il y a un piège en France, c'est la manif parisienne. C'est un gros piège parce qu'en fait, pour le pouvoir, c'est tranquille. Ils savent, alors qu'elle soit hors circuit ou dans le circuit, en fait, tout le monde va venir sur Paris. C'est pratique, ils vont cueillir. Ils ont fait ça pendant les Gilets jaunes, ils cueillaient les gens dès les gares. Et puis ensuite, ils mettent toute leur force sur Paris. En fait, ce qui a vraiment, à mon avis, fait flipper le pouvoir aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes, hormis le fait que le 8e arrondissement a été saccagé, c'est que ça se passait partout en même temps. Et ça, quand ça se passe partout en même temps, c'est-à-dire dans la moindre petite ville, le moindre échangeur autoroutier, etc., il y a des gens qui bloquent, il y a des gens qui font des trucs, du coup, oui, illégal, bloquer une autoroute, bloquer un périphérique, c'est pas prévu. Mais en fait, si tu fais ça partout, ils savent plus où donner de la tête, quoi. Et ça, dans ce genre de moments, c'est les moments où ils flippent, tu vois. Et on dit comment faire peur aux riches, comment faire peur à la bourgeoisie, déjà en se rappelant c'est quand les dernières fois qu'ils ont eu peur, tu vois. C'est pour ça que moi je parle du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il se trouve que dans notre histoire récente, c'est le dernier moment où ils ont eu peur. Début décembre, ils ont eu peur parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, grosse surprise. Au début, ils pensaient que les Gilets jaunes, c'était des sympatoches commerçants, qu'on avait marre des taxes. Et du coup, ils étaient là, ils sont sympas et tout, ils font la chenille sur les ronds-points, on les aime bien. Puis en fait, c'est devenu un truc hyper vénère en quelques semaines. Ils n'avaient pas du tout prévu ça. Ça s'est déroulé partout. La répression a été épouvantable. On a eu des mains coupées, des yeux arrachés. Parce qu'encore une fois, mais là, c'est encore... il s'était exercé sur les révoltes des banlieues des
des années auparavant. Hein. Ils ont appliqué ça après au reste de la population, mais ça a été les moyens utilisés par la police et la gendarmerie pour la répression étaient massifs. Absolument, parce qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais il y a quand même un jour où ça a failli basculer. Et c'est ça aussi dont il faut se rappeler. C'est-à-dire que, oui, il y a eu une reprise en main du maintien de l'ordre assez rapide. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas affaire à ce qu'ils croyaient. Mais il y a eu une journée, début décembre, où toute la presse le dit depuis avec le recul, le fameux hélico que Macron avait affrété, c'est qu'en fait, ils ont perdu le contrôle. Ça a duré une journée, ils ont perdu le contrôle. Mais c'est quand même important, il faut marquer les journées où la bourgeoisie perd le contrôle d'une pierre blanche dans nos agendas. Il faut se dire, c'est arrivé. Donc ça peut arriver à nouveau. Mais du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas refaire exactement la même chose, puisqu'encore une fois, eux aussi se préparent, eux aussi nous lisent, eux aussi réfléchissent, eux aussi s'entraînent, etc. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner de recettes comme ça, c'est qu'en fait c'est un jeu dynamique d'analyse de la situation, d'analyse des forces respectives, de comment elles fonctionnent et de ce qu'on fait par rapport à ça. Mais donc si tu veux, pour en revenir à ta DRH qui dit la grève, je m'en fous, oui, la grève sous la forme actuelle, c'est-à-dire annoncée avant, qui dure qu'une journée, où tout le monde reprend le travail le lendemain, c'est sûr que ça lui fait pas peur. Mais imagine des grèves, déjà qui ne sont pas forcément annoncées. Il faut voir, mais le droit de grève, il est plus souple qu'on le croit. C'est comme le droit de manifester, il est plus souple qu'on le croit. On n'est pas toujours obligé de déclarer les rassemblements, par exemple. Faut reprendre un peu d'autonomie, il faut un peu plus bricoler, quoi. Faut sortir de ces formes établies-là. C'est évident, parce que c'est comme ça qu'on leur fera peur. Parce que sinon, c'est la sécurité pour eux. Ils jouent à domicile, quoi. Ils jouent à domicile sur Bastille-Nation, ils jouent à domicile sur la grève annoncée d'avance. Non, faut les prendre par surprise. Ou sur l'argument de, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous faites un parti et vous attendez les élections. Voilà. Et là, on verra qui gagnera. Vous avez encore perdu. Ouais. Ça va zut alors. Et même quand on gagne, comme là, c'est, vous avez gagné, mais finalement, vous avez perdu. Désolé. Bon, là, si on rigole nerveusement, vous l'avez compris, c'est parce que on pense bien sûr à toutes les fois où le vote du peuple n'a pas été pris en compte. Par exemple, en 2005, moi, c'est un moment de politisation très fort pour moi, personnellement, j'avais 15 ans, au moment du référendum sur le TCE, le traité constitutionnel européen, qui a été rejeté par les électoristes en France et aux Pays-Bas, et qui a quand même été imposé 2 ans plus tard avec le traité de Lisbonne en 2007. Et puis bien sûr, on pense à ce qui s'est passé en France à l'été 2024, où après la dissolution de l'Assemblée nationale décidé par le président Macron, c'est le nouveau Front populaire, le NFP, qui est arrivé en tête des élections législatives. Sauf que ça n'a pas du tout été pris en compte par le président, puisqu'il a refusé de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue de cette coalition. Et à la place, il a imposé des Premiers ministres et des gouvernements de droite, voire d'extrême droite. Voilà. Donc c'est sûr que ça n'encourage pas à mettre toute notre confiance sur les élections. Ces gens jouent un jeu qui n'est pas conforme à nos intérêts. Et du coup, comme c'est leur jeu à eux, c'est leur jouet, c'est eux qui fixent les règles, ils fixent des règles qui font qu'ils perdent jamais. Voilà, c'est comme ça. Quand tu veux garder ton pouvoir, tu te dis oui, bien sûr, il est possible de remettre mon trône en jeu, mais seulement à ces conditions. Puis tu fais un jeu que tu es libre de gagner. Enfin, c'est comme ça dans tous les comptes, tu vois. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Et donc, en fait, si tu veux, faut prendre ça en compte. Ça veut pas dire le prendre en compte de façon dogmatique. Moi, ce que je dis dans le livre par rapport aux élections, par exemple, parce que les élections, c'est vraiment le moment où on nous dit, écoutez les gars, là, c'est le moment. Là, vous avez votre destin en jeu. Et si tu veux, ça nous permet de supporter le reste du temps, parce qu'on se dit, oui, mais alors, ça aussi, c'est un truc qu'on dit quand des politiques font de la merde. On dit, oui, mais dans 3 ans, il va le voir passer, il va le sentir passer. C'est pas ce qui se passe. Et encore une fois, je pense que ça serait bien de prendre acte de ça. Alors, avec une certaine réserve. Moi, je suis pas purement anti-élection. C'est des moments intéressants, c'est des moments de politisation, etc. Mais quand même, faudrait peut-être un peu prendre acte de ce qui s'est passé ces dernières décennies et envisager tout le moins qu'il y ait d'autres formes pas prévues par les règles du jeu à utiliser si on veut se sortir de la situation. Parce que sinon, si tu veux, on reproduit toujours la même chose. Tous les 5 ans, on va être là, Jean-Luc Mélenchon ou l'Union de la gauche. Non, mais c'est le jour sans fin, comme la marmotte. Là, moi, j'ai revu le film récemment. C'est comme la politique en France. C'est le jour sans fin. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes situations, etc. Ouais, et en fait, j'en rigole, mais non, mais c'est ce que tu dis à la fin de ton livre. En fait, qui peut dire
qu'on peut continuer comme ça et que la situation va s'améliorer. Oui. Si on n'utilise pas des techniques plus radicales, si on n'accepte pas aussi qu'il va falloir sortir de la légalité en fait à un moment. Bah, c'est ce que, en fait, voilà, là je pose la question au lecteur dans ma conclusion, vraiment sincèrement. Moi encore une fois, c'est pas par dogmatisme. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec les recours légaux qu'on nous propose, on va pouvoir se sortir de cette situation où en plus le temps nous est compté? Vraiment, je pose la question sincèrement, au-delà des clivages, de quoi que ce soit, de est-ce qu'on aime Jean-Luc ou pas. C'est vraiment, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Et sinon, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on tente d'autres trucs? Et il me semble que la perspective du 10 septembre, c'est quand même pas mal de gens qui sont chauds pour tenter d'autres trucs, il me semble. Oui, et ça n'empêche pas qu'on respecte la diversité des techniques. Comme le dit Peter Gederlos, qui a écrit un livre sur la non-violence, comment la non-violence protège l'État, donc plutôt contre la non-violence en fait. C'est-à-dire de dire toutes les tactiques sont bonnes, que chacun adopte la technique qui lui paraît bien. Il y en a qui sont à l'intérieur du système, ils essaient de le changer à l'intérieur, ils peuvent être très radicaux. D'autres, ils sont dehors, ils sont plus progressistes, mais ils essayent quand même. Enfin, que tout le monde essaye sa tactique mais par contre, que ceux qui sont que pour faire des choses légales nous critiquent pas parce qu'on veut faire des choses qui sont pas légales. Voilà. Moi, j'invite vraiment à avoir un rapport très pragmatique à la lutte des classes, c'est-à-dire, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, quand j'ai écrit un bouquin sur le travail, ils me disaient, est-ce qu'il faut que tout le monde se syndique? Et moi, je disais, ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où tu as des syndicats qui font vraiment la différence. Dans ce cas, tu te syndiques. Mais il y a d'autres entreprises où le syndicat, il est allié du patronat. Du coup, tu ne te syndiques pas et tu fais plutôt des trucs un peu bricolés avec tes collègues, du sabotage, du machin, etc. J'invite à sortir du dogmatisme là-dessus, c'est-à-dire avoir un rapport pragmatique, d'analyser la situation et de voir ce qui vaut le coup d'être tenté. Il y a quand même des forces institutionnelles dont je parle dans le livre, par exemple les grands syndicats, par exemple les partis, qui sont plutôt dans le rôle de « Oh là là, vous êtes sûr là que vous voulez dévier du parcours la manif? Bah non, on va plutôt... on attendra, c'est peut-être pas le moment, camarade, tu vois. » Ça, tout au long de l'histoire, tu as quand même des agents comme ça qui sont là pour aller récupérer un petit peu, pour recadrer tout ce beau monde, pour plein de raisons, qui peuvent être les intérêts individuels de ces acteurs-là, et puis ce qui est attendu d'eux par le capitalisme. Peut-être on va terminer avec ça, parce que je trouve ça intéressant, je trouve dur avec ces professionnels de l'action revendicative, comme tu les appelles, donc les gens qui travaillent dans des syndicats, dans des partis, dans des grosses ONG, dans des institutions qui fédèrent ceux qui sont pas d'accord, ceux qui contestent. Mais je trouve que l'analyse que tu en fais est intéressante, et puis le récit que tu en fais aussi, parce que toi, tu as travaillé donc comme assistant parlementaire et tu as aussi vu comment ça fonctionnait de l'intérieur, notamment à l'Assemblée nationale. Et ce que tu dis, c'est que quand des syndicats ou des institutions disent que c'est pas le bon moyen d'action ou c'est pas le moment, en fait, souvent c'est pas le bon moment pour eux dans leur carrière, parce que c'est trop incertain, en fait, et que quelque part, eux aussi auraient intérêt à quoi? Tu penses que ils ont intérêt à ce que ça continue comme ça, à se draper dans la pureté morale de au moins ils font ce qu'il faut, ils continuent à faire ce qui est important, et en plus avec ça ils ont un salaire, ils ont une carrière et tout, plutôt que prendre le risque de foutre le bordel, qu'il y a la révolution et tout. Mais eux te diraient, bah oui, mais parce qu'en fait, c'est pas efficace, tu vois, ça va pas marcher. Pourquoi prendre ce risque-là? Là, encore une fois, on a un peu les idées de nos intérêts, hein, ça c'est vrai. Et moi, j'essaie dans le livre de parler de mon cas personnel. Voilà. Moi, j'ai été un professionnel de l'action revendicative, et dans un sens, je suis encore un peu, puisque Frustration Magazine, voilà, c'est le magazine de la lutte des classes, et finalement, nous, d'écrire le réel, c'est un peu notre métier maintenant. Et donc, je peux d'autant mieux en parler que je ressens ce que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, un mouvement social incontrôlé, c'est quelque chose qui rebat les cartes. Et il rebat particulièrement les cartes, d'ailleurs, dans la hiérarchie de ces professionnels-là. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, le mouvement des Gilets jaunes, ça a mis tous les syndicalistes et tous les partis politiques sur le tapis, quoi. Ils étaient sur le côté, ils pouvaient rien dire, personne les invitait, leurs paroles étaient complètement délégitimées, vraiment. Et tout d'un coup, par les Gilets jaunes, qui voulaient pas en entendre parler. Et ils voulaient pas. Les Gilets jaunes voulaient surtout pas qu'il y ait un député, un syndicaliste ou un responsable syndical. Après, il y avait des syndicalistes de base, mais voilà, qui ne parlaient pas en tant que syndicalistes. Et clairement, ils ont été remplacés au micro. D'ailleurs, c'était un moment vraiment médiatiquement très fort où en fait, t'as des livreurs, des caissières, des petits commerçants ou quoi que ce soit, ou des petits fonctionnaires ou des chômeurs qui sont allés sur les plateaux à leur place. Donc oui, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, ça faisait pas les affaires de toute une classe revendicative. Et encore une fois, moi j'en fais partie, donc je vois, c'est une position un peu étrange. Bien sûr que c'est des gens, ils ont un engagement sincère. D'ailleurs, il y en a plein qui, dans le monde du travail, le payent parce qu'il y a des discriminations syndicales et tout. Mais c'est aussi accéder à un certain confort et moral, donc t'es du bon côté, etc. Et puis parfois,
et souvent matériel. Dans le monde politique, c'est particulièrement vrai. Ça devient un métier. Et d'ailleurs, ça devient tellement un métier que les gens, ils ont peur en fait de se retrouver dans la vie civile parce qu'ils se disent est-ce que je sais faire autre chose, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des intérêts. C'est pas grave, encore une fois, et je stigmatise pas les gens en disant ça. J'essaie de décrire quelle est la réalité vécue et pourquoi donc il faut avoir une méfiance envers soi-même quand on fait partie de ce groupe-là. Et puis, oui, dans la population générale, il faut avoir une méfiance envers ce groupe-là. C'est vrai, parce qu'en fait, leurs intérêts te poussent plutôt à aller vers les recours légaux. Et oui, ça m'agace un peu parce qu'à force, moi, là où je m'en prends un peu à eux, c'est quand ils disent aux autres, ah bah vous nous rejoignez pas, pourquoi vous votez pas, pourquoi vous vous syndiquez pas, vous êtes des égoïstes individualistes. Et là, Pourquoi vous venez pas en manif ? Pourquoi vous venez pas en manif ? Peut-être parce que des gens font une analyse un peu rationnelle de la situation et se disent de toute façon manifester ça sert à rien. Honnêtement, comment leur donner tort au regard de ces 20 dernières années ? Politiquement, ça n'a aucune utilité. Je pense que psychologiquement, ça en a une, par contre. Ça en a une. De sentir, de voir que t'es pas toute seule, de sentir même, il y a un truc quasi énergétique, c'est fumeux comme terme, mais moi aussi, tu vois, j'adore et je suis d'accord, encore une fois, j'exclus pas la manif. T'as raison, les effets psychologiques, mais en fait, si ça s'arrête à ça, ça devient un énième échec. Et moi, je m'inquiète des effets de ces énièmes échecs. Je pense qu'il est temps. Moi, longtemps, j'ai dit comme toi. Et pareil sur les élections. Non, c'est quand même important d'aller voter parce que là, quand même, si machin. Tous les il débats, passe... le monde politique et tout. Non, mais je suis d'accord qu'on est dans une culture globalement de la défaite à gauche et qu'il est temps d'avoir une culture victorieuse. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, avec Bertrand Guillot et Claire Richard, on va sortir ce podcast sur RT Radio qui s'appelle Et parfois on gagne. Donc, on étudie dans toutes les victoires qui ont été remportées partout dans le monde, à toutes les époques, qu'est-ce qui a marché. C'est trop bien. Pour voir comment est-ce qu'on peut l'adapter. Mais ce que je remarque, tu vois, sur comment est-ce qu'on fait peur, en fait, aux classes dirigeantes pour remporter des victoires, c'est que il faut inventer à chaque fois des nouvelles techniques. Et parfois, on gagne. Des récits de lutte victorieuse d'hier et d'aujourd'hui qui nous apprennent à résister. Tous les mois sur Arte Radio. Là, en ce moment, je travaille sur un épisode sur les suffragettes. Comment les suffragettes, les femmes militantes, il y avait certains hommes aussi en Angleterre, elles ont réussi à arracher le droit de vote. Ouais. Ça a duré 80 ans, en fait, leur combat. Ouais. Et elles ont fait des trucs, mais c'est de la folie. On pourrait pas faire ça aujourd'hui. Genre, je sais pas, les meufs, elles se cachaient dans les buissons de la résidence de vacances du Premier ministre et elles surgissaient, tu vois, avec des tracts. En fait, elles harcelaient les politiques. Elles se cachaient dans les toilettes du Parlement. Elles survolaient le Parlement avec des montgolfières pour balancer des tracts. Enfin, elles les laissaient jamais tranquille, tu vois, elle se faisait arrêter, mais par exemple aujourd'hui tu peux pas avoir une telle proximité physique avec les puissants et les dirigeants. Les riches et les pauvres, on n'habite pas au même endroit. Y a énormément de pouvoirs sécuritaires, tu peux pas aller engueuler un politique aussi facilement, tu peux pas, donc tu vois, c'est difficile il va falloir réinventer à chaque fois des techniques et j'ai l'impression que parce que les riches et les pauvres vivent dans des coins très séparés, parce qu'il y a de plus en plus de surveillance, y compris électronique avec l'IA et tout, que ça va être de plus en plus difficile en fait de leur faire peur. Oui, mais pour te répondre, je suis d'accord. Donc en fait, il faut réinventer, il faut tenter, il faut essayer des trucs. Vraiment, une révolutionnaire, c'est quelqu'un qui essaye. C'est marrant, c'est dit dans la série Andor, qui est une série dérivée de Star Wars, qui est hyper bien, vraiment, qui est pour moi vraiment un sacré truc sur ce que c'est être révolutionnaire, vraiment. Mais pour te répondre, par ailleurs, j'ai l'impression que nous aussi, on a notre c'était mieux avant, tu vois ce que je veux dire ? On a notre c'était mieux avant de gauche. Et moi, pour me sortir de ça, je regarde ce que... Alors, c'est pas moi, c'est Laurence de Coq dans son livre. C'est une historienne, elle a fait un livre qui s'appelle Histoire populaire de la France. Enfin, c'est pas dans cet ordre, mais c'est l'idée. Super livre. Si vous voulez un livre pour, quand vous êtes perdu sur une période, vous allez voir ça. Puis en plus, c'est une histoire par en bas, c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire des colonisés, enfin bref. Et elle ouvre son chapitre sur la Révolution française, je trouve ça trop bien, par un commentateur de l'époque qui écrivait des tableaux de Paris, enfin voilà, quelqu'un qui un peu un sociologue de l'époque, qui disait à propos de Paris, aucune chance qu'il y ait un soulèvement dans une ville comme Paris. Donc il disait ça, en 1788. Aucune chance qu'il y ait un soulèvement en France, à Paris. La répression est bien trop forte, le respect du roi est bien trop fort, et donc ça n'arrivera pas. Et donc je trouve ça fort, cet extrait, parce que ça montre qu'en fait, t'es toujours surpris. Je suis d'accord, il faut se laisser... et t'as toujours tendance à surévaluer la puissance
de ceux qui nous dominent. Et c'est normal, parce que c'est des gens qui savent faire ça aussi. Ils savent donner l'impression qu'ils sont plus puissants qu'ils le sont. C'est pour ça qu'il faut aussi analyser leurs ratés, il faut aussi analyser leurs failles. Et je dirais même que le temps joue contre eux, au sens où cette bourgeoisie qui numériquement n'est pas beaucoup plus nombreuse qu'avant, elle doit gérer entre ses mains des choses énormes, une économie qui est instable, qui ne donne plus de promesses aux gens, d'ascension sociale, d'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a une planète en surchauffe et tout ça, elle doit réussir à le faire tenir, elle doit réussir à le faire tenir à tout prix, elle doit réussir à se tenir au sommet de cette pyramide dans ce contexte. Bon courage, tu vois. Ils ont des raisons d'avoir peur. Moi, à leur place, j'aurais peur. Et je pense que certains ont peur. Et donc, nous, au lieu d'être fascinés par leur puissance, notre impuissance, parce qu'on est aussi très fascinés par notre impuissance. Moi, je trouve qu'il y a des discours de gauche ou de syndicalistes qui sont toujours là. Oui, mais les gens sont trop pauvres, les gens sont trop désespérés, etc. Mais vous croyez qu'en 1788, les gens en France n'étaient pas pauvres et désespérés, c'était bien pire. On parlait de gens qui n'avaient pas de quoi se nourrir de base. Et pourtant, ils ont créé un événement historique qui a constitué une rupture dans l'histoire de l'humanité. C'est un peu dans l'histoire de l'Europe, tout le moins, qui était quand même quelque chose. C'est une rupture au sens où ça semblait totalement inconcevable. On parlait là en termes de représentation de la puissance, on parlait de gens qui étaient à Versailles, dans la Galerie des Glaces, et qui prétendaient être là pour des raisons divines. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Et pourtant, ils y sont parvenus alors qu'ils étaient dans une situation d'impuissance a priori plus importante que nous, qui sommes une population très éduquée, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, qui on dispose nous aussi de technologies. Les technologies, c'est pas qu'au service des puissants, on peut aussi les utiliser. Donc on a quand même des atouts qui n'ont pas existé dans les époques précédentes, mais bien sûr que c'est du travail parce que c'est tenter, c'est analyser l'adversaire, c'est voir ce qui a été fait, voir comment il y a répondu, voir comment on peut le surprendre, voir comment on peut lui faire peur. Et dernière chose, voir comment en plus on peut utiliser la violence avec une éthique qui fait qu'elle ne nous transforme pas. Et ça, je dirais que c'est ce qui n'a pas été fait avant. Donc c'est un peu la petite nouveauté de notre époque. Si on pouvait se rajouter cette ambition supplémentaire, parce que j'ai envie de dire, faire des révolutions, c'est une chose. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Mais la faire sans être transformé par la violence utilisée, ça c'est autre chose. Et peut-être qu'on va être à l'époque où ça va être possible, puisque tu vois, les mouvements féministes, c'est quand même, et aussi les mouvements antiracistes, enfin tous les mouvements qu'on appelle woke. Mais en fait, j'aime bien ce terme. Vas-y, on est woke. Donc voilà, voilà. C'est vraiment au cœur en fait des réflexions des pensées woke. C'est comment est-ce que on arrête la domination et comment est-ce que on refuse d'utiliser la violence contre les personnes, y compris de la violence symbolique, et avec une analyse très très fine de ce que la violence nous fait et des traumas qu'elle provoque et des dégâts en termes de santé mentale, etc. Et du fait qu'on veut pas, en fait. Moi, je ne veux pas être violente. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis féministe. J'ai pas envie, en fait, d'adhérer à ça, et j'ai pas envie que ça me transforme non plus. Peut-être que c'est ça l'ingrédient qui n'existait pas dans les révolutions antérieures et qui va peut-être nous permettre de faire en sorte de ne pas reproduire ce qui s'est produit. Et même de pouvoir montrer qu'on est capable de faire une révolution. Enfin, moi, je pense que c'est ça le terme, c'est-à-dire bien de bouleverser l'ordre dominant, sans que ça conduise à reconduire une violence permanente et un cercle de violence. Je pense que ça, c'est à la fois la clé pour convaincre et évidemment, pas seulement pour convaincre, pour pouvoir qu'on franchisse une nouvelle étape de notre humanité. Mais on a des atouts actuels, donc celui dont tu parles, le fait d'avoir des pensées féministes et de populations... Et plein de populations qui ont ces pratiques, qui n'avaient pas le voix au chapitre. Pour le coup, elles n'avaient pas voix au chapitre. Les révolutions... la révolution russe, c'était pas une révolution féministe. La révolution française, c'était vraiment une révolution très antiféministe sur bien des aspects. Voilà, ça fait partie des atouts qui font que... Peut-être que la révolution vers laquelle on se dirige, elle aura des choses qui nous feront franchir un cap. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et que si la bourgeoisie a peur, elle va s'en remettre quand ils seront plus des bourgeois. Eh ben moi-même, je leur souhaite. Regarde le nombre de séries ou de films qui nous montrent que les bourgeois, ils sont malheureux. Mais ils ont des vies nulles. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie de le faire, en fait. Oui. C'est que moi, il n'y a rien qui me donne envie, en fait, ils doivent tout le temps être dans le paraître, ils doivent tout le temps se montrer à la hauteur. Le mal-être psychologique, c'est horrible. Enfin, tout est naze, quoi. Donc, combien de films et de séries on les voit dépressifs? J'ai envie de dire, le jour où ils seront plus bourgeois, on leur rendra un immense service. Je le crois. Le pire, c'est que je le crois. On va le libérer, moi aussi, je le crois. Sincèrement. Merci beaucoup, Nicolas. Tu veux ajouter quelque chose? Non, merci Victoire. Merci d'avoir écouté et qu'on ait discuté. C'était chouette. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Nicolas Framont. Moi, je vous conseille vivement la lecture de son livre Saint Luigi, Comment répondre à la violence du capitalisme, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est court, ça se lit très bien, ça coûte 12,90 €. Et tant qu'à faire, achetez-le dans les librairies indépendantes si vous pouvez. Un petit résumé de la conversation. Nicolas Framont a rappelé que la violence du capitalisme était massive, quotidienne, souvent invisible. Que la bourgeoisie se radicalisait dans ses attaques, tout en bénéficiant d'un système d'impunité. Que le dialogue social et les recours légaux ont montré leurs limites et que pour se défendre, il allait falloir inventer d'autres tactiques. Par exemple, les grèves perlées, les blocages, les actions surprises, les occupations, tout ce qui peut désorganiser la machine capitaliste. Il faut aussi distinguer les formes de violence. Il y a des violences contre les biens ou contre la production qui peuvent être légitimes et efficaces, et celles contre les personnes qui posent de lourdes questions morales et stratégiques. On a aussi abordé un point important qui est comment mener des luttes radicales sans se laisser transformer par la violence, comment ne pas perdre notre éthique ni notre humanité, comment inventer des façons de résister qui soient à la fois efficaces et aussi fidèles à nos valeurs. Toutes les références que nous avons citées avec Nicolas sont à retrouver en détail dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack, c'est là où je fais ma newsletter. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies. Je suis très curieuse d'avoir vos avis et vos commentaires sur cet épisode. Et Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi, Victoire Tuaillon. J'ai le plaisir de travailler avec des femmes talentueuses comme Jeanne Longhini, qui s'occupe de la production et de la communication, Solène Moulin, qui a réalisé cet épisode et composé la musique, Amandine Gilou, qui a concocté l'identité graphique, Mélanie Vazeux, qui s'occupe de la pub et des partenariats. Un grand merci aussi à Astrid Elie Carrasco pour ses suggestions et à mon cher voisin Bertrand Guillot pour son regard, ses conseils avisés. Vive l'abolition des privilèges.